alcho nafshi komalcho vesovori beretio Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Serge Brodovitch. Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la naissance du chassidisme. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet puisque nous allons évoquer avec vous la naissance du mouvement Lubavitch et la personnalité du fondateur du mouvement, Rabbi Shneur Zalman. Alors une petite précision d'abord, le mouvement Lubavitch ne porte pas son nom. Lubavitch dès son avènement, dès sa naissance. Lubavitch est le nom de la ville qui a été son fief pendant pratiquement un siècle. Mais en fait, le chassidisme Lubavitch s'installera dans cette ville un peu plus tard. Ça ne sera pas à l'époque de Rabbi Shneur Zalman, ça sera à l'époque de son successeur. Ceci dit, Rabbi Shneur Zalman, eh bien, avant d'en dire un mot, je pense qu'il convient de dire un mot du successeur du Baal Shem Tov, de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov dont nous avons évoqué la vie et les enseignements la dernière fois. Oui. Le Baal Shem Tov n'a pas eu pour successeur son fils. En fait, celui-ci lui a succédé un court moment. Son véritable successeur était Rabbi Dov Ber de Mezrich, une personne dont on sait peu de choses, dont on a quasiment le fameux Maguide de Mezrich. On a du mal à écrire sa biographie parce que sa personnalité est très peu connue. On sait à peine sa date de naissance, il y a beaucoup de controverses là-dessus. On sait simplement qu'à l'époque où il rencontre le Baal Shem Tov, c'est-à-dire 8 ans avant le décès du Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich, qui est d'ailleurs l'aîné du Baal Shem Tov, est déjà un kabbaliste émérite, un talmudiste émérite, qui a, je veux dire, un très grand bagage. Et cette rencontre avec le Baal Shem Tov va être une révélation pour lui, et c'est lui qui succédera finalement en 1760 au Baal Shem Tov. C'est lui qui finalement sera l'initiateur du grand développement et de la diffusion des enseignements du Baal Shem Tov. D'ailleurs, on peut signaler que le Maguide de Mezrich est souvent évoqué dans l'œuvre d'Elie Wiesel. Effectivement, je ne peux pas dire que je reprendrai à mon compte tout ce qui est dit par Elie Wiesel sur le plan strictement historique. Simplement, il semble que dans la littérature moderne, plus les personnages se perdent dans la nuée et plus ils font l'objet d'abondantes études fondées on ne sait sur quoi. Mais enfin, disons que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, pour situer le personnage, est né en 1745. À l'époque, il naît en Lituanie, c'est-à-dire que sur le plan de la culture talmudique, il n'aura rien à envier à ceux qui plus tard seront ses opposants. C'est une personne qui très tôt, c'est ce qu'il est convenu de dire de tous les grands maîtres du judaïsme, fait ses preuves dans le domaine du judaïsme. À 8 ans, il a déjà écrit un commentaire de la Torah. Et puis, surtout, la tradition chassidique dit qu'à l'âge de 30 ans, il avait déjà étudié 16 fois le Talmud, qu'il avait déjà écrit des commentaires. Et cette personne-là, en fait, est le fils d'un disciple du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Baruch, qui a longtemps cherché sa voie en Lituanie et dans les Carpates avant d'être un disciple du Baal Shem Tov. La tradition chassidique dit que Rabbi Shneur Zalman n'a pas, à proprement parler, rencontré le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, selon la tradition, lui a coupé les cheveux lors de ses 3 ans, suivant la coutume chassidique, mais le Baal Shem Tov ne voulait pas que Rabbi Shneur Zalman le voie, de peur qu'il ne s'attache à lui de façon indéfectible. Et alors, il est passé derrière lui, et le Baal Shem Tov disait que Rabbi Shneur Zalman doit être le disciple de son élève et non pas de lui-même. Voilà, ça c'est l'une des 1001 légendes qui entourent le mouvement chassidique et également le mouvement Lubavitch. Bon, alors, pour situer les choses d'une façon historique, concrète, Rabbi Shneur Zalman est descendant, 7e descendant en ligne directe d'un homme très célèbre qui était le Maran de Prague, Rabbi Yehuda Levi, le célèbre rabbin de Prague connu pour le Golem. De par sa mère, il est descendant d'un autre grand talmudiste, Rabbi Shlomo Luria, qu'on appelle le Maharshal. C'est-à-dire que c'est un homme qui a déjà ce qu'on appelle un background talmudique assez prononcé, si on peut dire. Et c'est un homme qui va
comme on l'a dit, très tôt faire ses preuves dans le domaine du Talmud. Maintenant, pourquoi Alors donc il va arriver à Mezrich. il va arriver à Mezrich? Pourquoi? Eh bien, la tradition chassidique dit que à un certain moment de sa vie, Rabbi Shneur Zalman s'est trouvé à la croisée des chemins. Il avait le choix d'aller à Vilna, qui était le grand fief du Talmud, ou à Mezrich, Et également de l'opposition au chassidisme, on va le voir tout à l'heure. qui deviendra en fait le foyer d'opposition au chassidisme. Et puis il avait le choix aussi d'aller à Mezrich, où on cultivait la recherche du divin. Et Alors, il s'est dit la chose suivante, il s'est dit, le Talmud on l'apprend à Vilna, mais le Talmud je l'ai appris, mais à Mezrich on apprend à prier, et prier je ne sais pas encore le faire. Alors il s'est dirigé Entre vers... guillemets, parce que ça va évidemment Effectivement, plus, mais il se dirige donc à Mezrich, ce qu'il et là-bas cherchait, c'était un souffle. une façon, comme on Une dit dans kavana, Job, comme on dit en- de faire ressentir le divin à sa chair. Et il faut croire qu'à l'époque, malgré toute sa grandeur, il n'y était pas encore parvenu. Alors comment les choses, Serge Brodovitch, comment les choses se passaient à Mezrich? Il y avait, le Maguid avait une sorte de yeshiva, comment... Le Maguid de Mezrich avait parmi lui ce qu'on peut appeler une véritable élite de maîtres, qui étaient des maîtres talmudiques, comme au sens, comme des maîtres kabbalistiques aussi. Bon, il y avait donc une grande maison Une d'études. grande maison d'études. Le Maguid donnait des enseignements. À l'époque, ce n'était pas comme on va le voir, comme à notre époque chez le Rabbi Lubavitch. Les enseignements étaient courts, denses. Ils nécessitaient un très grand investissement moral et peut-être parfois même physique pour arriver à les intégrer, à en saisir la substance. Et Rabbi Shneur Zalman va occuper une place tout à fait privilégiée dans cette yeshiva. Il est le plus jeune, ce qui aux yeux des élèves le fait considérer un peu affectivement. On pense que c'est celui qui comprend le moins parce qu'il est effectivement de beaucoup le cadet de ses autres élèves, parmi lesquels on trouve des sommités comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Elimelech de Lizensk. Alors est-ce qu'immédiatement, Rabbi Shneur Zalman, qui va donc être le fondateur de ce mouvement Lubavitch, est-ce qu'immédiatement il va se distinguer des autres? Il va se distinguer, d'une certaine façon, c'est le Maguid lui-même qui le distinguera, dans la mesure où le Maguid lui demande d'avoir des sessions d'études particulières avec son fils. Le Maguid a un fils qu'on appelle Rabbi Avraham, qu'on surnomme l'ange, le malard, parce que c'est un homme qui vit complètement retiré du monde matériel, qui se complaît dans le jeûne et les mortifications. Et cet homme-là va accorder un temps particulier à Rabbi Shneur Zalman. Et on raconte que l'anecdote dit que Rabbi Shneur Zalman, pendant ses heures d'études, lorsque son maître Rabbi Avraham était distrait, faisait reculer la montre pour avoir un peu plus de temps d'études. Rabbi Dovber demande déjà à Rabbi Shneur Zalman d'écrire sa première œuvre, qui était un Shulchan Aruch, qui est une compilation de toutes les thèses en matière de loi qui fait encore autorité, qui s'appelle le Shulchan Aruch Harav. Et déjà, Rabbi Shneur Zalman se distingue déjà des autres membres de ce qu'on appelle la Chevra Kadisha, de la Sainte Confrérie. Et sur le plan de la doctrine, est-ce qu'on peut déjà dire un petit mot? Est-ce qu'il se Sur le plan de la doctrine, on peut dire un petit mot. Il y a une petite anecdote. Il y a une petite anecdote qu'on dit et qui est vraiment connue parce qu'elle a été repêchée par de nombreux écrivains au moment où il s'apprêtait à terminer son premier séjour chez le Maguid de Mezrich. Rabbi Shneur Zalman se fait accompagner à sa diligence par Rabbi Avraham, le malach, l'ange, et puis Rabbi Avraham à malach lance au cocher. Cocher, il faut fouetter les chevaux de façon à ce qu'ils sachent qu'ils ne sont que des chevaux. Pour certains autres, il aurait dit jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des chevaux. À ce moment-là, on dit que Rabbi Shneur Zalman a repoussé son retour. Il a dit que cette phrase venait de lui insuffler une nouvelle inspiration dans le service de Dieu, et ça pave assez bien la voie de ce qui sera plus tard sa doctrine, à savoir que le cerveau, l'intellect, doit régenter les sentiments. Bien, alors Serge Brodovitch, merci. Quelle pause musicale avez-vous choisi pour aujourd'hui, avant que dans une seconde partie, nous revenions sur le mouvement chassidique et également sur l'opposition au chassidisme, c'est-à-dire la Hitnagdout. La pause musicale que nous allons entendre maintenant, c'est le fameux chant des 4 mouvements. C'est le chant le plus saint, le plus haut chez les Chassidim Lubavitch. C'est un chant qui est attribué et qui est de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'est un chant qu'on ne chante pas à n'importe quelle occasion, on le chante dans les moments fastes. Et étant donné qu'il a une certaine sainteté, on ne l'a jamais enregistré en tant que disque. Et ce qu'on va entendre, c'est donc un enregistrement qui a été fait chez le Rabbi Lubavitch. Il est un peu défectueux, mais il a l'avantage d'être live, comme on dit.
Serge Brodovitch, on sait que la doctrine chassidique a très profondément marqué le judaïsme ashkénaze et elle a suscité très vite, très tôt, une opposition. Ce sont les fameux mitnagdim dont le fief se situait en Lituanie. Effectivement, je crois qu'il faut d'abord faire une petite démystification du phénomène d'opposition des mitnagdim. Je crois qu'il y a eu beaucoup de schématismes un peu sommaires qui ont été dits à ce sujet. Le pire de tous étant peut-être celui qu'on lit dans l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, qui parle de chassidim extatique et de mitnagdim talmudique, pardon. Ce qui est un résumé un peu sommaire, pour ne pas dire peut-être pas très bienveillant. Je crois qu'il y avait une raison probablement historique, sociologique, au fait que les mitnagdim se soient manifestés. D'abord, il faut savoir ce qui se passe à Vilna. À Vilna trône un homme étincelant parce que briller à l'époque c'est commun. Il s'agit du Gaon Rabbi Eliaou de Vilna. C'est un cerveau véritablement, on peut dire, supérieur. C'est un homme qui étudie 20 heures par jour, une cadence qui a sûrement pas rompu jusque quelques jours avant sa mort. C'est un homme donc qui fait tout le poids de la situation. Et cet homme n'officie pas comme rabbin. C'est un homme qui étudie toute la journée. C'est un homme qui est un peu retiré du monde. Et son entourage, qui est constitué parfois de gens pas tout à fait bien intentionnés, et parfois même de gens un peu fanatisés, peut lui raconter, peut lui dire toutes sortes de bruits qui courent sur les chassidismes, le plus intéressant étant... Vous n'êtes pas très bienveillant à son égard. Pas du tout, je suis au contraire, c'est un homme qui a, à la fin de sa vie, reconnu, suivant certains témoignages, qu'il avait été abusé, notamment par certaines personnes bienveillantes. Du reste, un de son plus grand élève, Rabbi Chaim de Volozhin, a pris fait et cause dans une controverse kabbalistique dans le domaine du Tzimtzum, qu'il est trop long d'évoquer ici, a pris fait et cause pour la thèse de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Bien, quoi qu'il en soit, Serge Brodovitch, il y a eu cette opposition entre chassidim et mitnagdim, mitnagdim signifiant ceux qui s'opposent, opposants en hébreu, a été parfois extrêmement violente. Très violente. Il y a même eu des morts. Il y a eu des morts. Effectivement, quand on sait que dans la Torah, il est écrit Ubi Arta Aram Ikir Becha, c'est-à-dire que le judaïsme a le devoir d'extirper ce qu'il pense être le mal, et peut-être parfois, suivant certains édits de l'époque, certaines lettres enflammées avec toute la vigueur et avec toutes les promesses du monde futur que ça pouvait comporter, on a fait au chassidim, selon l'expression même des choses de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, des choses qui ne se font vraiment bien, pas. En tout cas, au-delà de ces bagarres, au-delà du fait que peut-être le Gaon de Vilna était mal informé par certains de ses disciples, en tout cas, il y avait une réelle opposition doctrinale. Il y avait une réelle opposition doctrinale, peut-être pas doctrinale, mais peut-être sur la forme, parce que les mitnagdim eux-mêmes et le Gaon de Vilna n'étaient pas opposés à l'étude des secrets de la Torah, de ce qu'on appelle le Nistar, des enseignements profonds du Zohar. Le Gaon de Vilna était un éminent kabbaliste. Le problème, c'est que les gens voyaient d'un mauvais œil, pensaient que la Torah était galvaudée dans la mesure où on révélait certaines choses de certains enseignements kabbalistiques et ésotériques aux masses qui n'avaient pas fait en quelque sorte leurs humanités dans le Talmud. Alors on va peut-être anticiper un tout petit peu sur la prochaine émission, le prochain épisode, mais tout de même cette question, Serge Brodovitch, est-ce que dans ce contexte d'opposition entre chassidisme et lituanisme entre guillemets ou talmudisme, quelle était la position de Rabbi Shneur Zalman, donc du fondateur du mouvement Lubavitch? Est-ce qu'il était tout à fait on sait qu'il était chassidique, mais est-ce qu'il était absolument opposé aux traditions lituaniennes? Il n'était pas opposé aux traditions lituaniennes. Si la tradition lituanienne était d'étudier le Talmud, il remplissait ce devoir parfaitement. C'était un talmudiste émérite, et encore à notre époque, certaines lois en vigueur dans toutes les communautés juives du monde ont été édictées par lui. Non, mais si je vous pose la question, c'est pour savoir si dans ces bagarres, y compris simplement, il était en première ligne, dans la mesure où, on devait le dire un peu avant, Rabbi Dovber de Mezrich avait laissé un successeur officieux qui était Rabbi Menachem Mentel de Vitebsk, qui était une haute figure du chassidisme également, qui a été le premier maître après de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Or, Rabbi Menachem Mentel de Vitebsk, lassé par les manigances des opposants chassidim, en 1777, décide de quitter
l'Europe pour la Terre Sainte, et dans une lettre adressée à Rabbi Shneur Zalman, il lui demande de reprendre le flambeau. Et comme Rabbi Shneur Zalman était installé en Russie et en face de la Lituanie, il était en quelque sorte en première ligne. Il faut aussi dire qu'en 1774, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk et Rabbi Shneur Zalman, de façon anonyme, essayent d'avoir une entrevue avec le Gaon de Vilna, et l'entourage du Gaon de Vilna, qui sait ce que cette entrevue peut gâcher dans cette guerre, entre guillemets, eh bien, fait de nombreuses manigances pour que le Gaon de Vilna quitte la ville et ne veuille pas les recevoir. Bien, en tout cas, j'imagine qu'il y avait une certaine intolérance des deux côtés. Elle n'était pas seulement du côté des disciples du Gaon. Vous savez, le roi David, dans les Télim, a dit « l'abîme appelle l'abîme ». Et effectivement, toute agitation extrême dans un sens risque de susciter des attitudes extrêmes dans l'autre. Il est un fait que l'histoire a jugé dans ce sens et a montré que les présomptions de libéralisme que les mitnagim faisaient peser sur les chassidim se sont révélées infondées, puisque encore à notre époque, le chassidisme est en quelque sorte le gros des troupes, si on peut dire, de l'orthodoxie. Et par conséquent, l'histoire a tranché dans ce domaine, et il est possible que si certaines personnes n'avaient pas jugé bon de vouloir préserver leurs privilèges, l'entente aurait été plus cordiale. Bien, en tout cas, ce mouvement chassidique va donner donc naissance à toute une série de, donc je disais, de cours chassidiques. C'est peut-être pas l'expression qui convient, mais on l'a souvent utilisé, à des maîtres chassidiques. Et ce mouvement chassidique va se prolonger jusqu'à nos jours, ainsi d'ailleurs que le mouvement des mitnagdim. Encore que cette opposition aujourd'hui ne soit plus tellement de mise. Elle est plus tellement de mise. Elle est beaucoup moins virulente. Pas toujours, faut le dire, au regard de certains événements, mais enfin je pense qu'il ne faut pas s'étendre là-dessus. La focalisation de notre émission est sur le mouvement chassidique lui-même. Est-ce que, avant de parler dans un prochain épisode de la pensée et du mouvement Chabad, du mouvement Lubavitch, je voudrais que l'on dise quelques mots dans les 2-3 minutes qui nous restent sur ce qui subsiste aujourd'hui. Et bon, on sait que le mouvement Lubavitch existe toujours, bien entendu, il est extrêmement vivace. Il y a d'autres mouvements chassidiques, il y a également un mouvement qu'on peut qualifier entre guillemets de lituanien. Alors quelques mots là-dessus très très rapidement. Bon, le mouvement lituanien essentiellement. D'abord le mouvement chassidique. Le mouvement chassidique. Aujourd'hui les grandes tendances. Bon, les grandes tendances, il y a encore de grandes communautés. Il y a des communautés chassidiques qui sont même plus nombreuses que celles de Lubavitch. Alors quelques exemples. Des exemples, la communauté de Satmar, qui est essentiellement une communauté un peu légèrement, même beaucoup antisioniste. Et américaine. Essentiellement. Encore qu'elle ait des ressortissants, si l'on peut dire, dans beaucoup de pays du monde, notamment en Angleterre et à Anvers. Il y a d'autres petits mouvements chassidiques. Il y a les Bratslaves. Les Bratslaves aussi, qui sont un mouvement qui se réclame, comme ils le peuvent, de Rabbi Nachman de Bratslav, qui était, il faut le rappeler, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, et qui était à son époque une immense personnalité, qui d'ailleurs que Rabbi Shneur Zalman a rencontré. À tel point d'ailleurs qu'il n'a pas eu de successeur. Et on appelle d'ailleurs les Bratslaveurs les chassidim morts parce qu'ils n'ont pas de. Effectivement, Rabbi Nachman de Bratslav a dit que sa flamme se prolongerait jusqu'à l'avenue du Messie. Il a engagé ses chassidim à venir en pèlerinage sur sa tombe pour hâter l'avenue du Messie. Il y a encore d'autres communautés chassidiques, mais en fait elles vivent essentiellement repliées sur elles-mêmes. Elles ne désirent pas avoir l'interface vers le monde environnant. Elles essayent de se préserver autant que faire se peut. Alors les mouvements lituaniens, alors il existe encore? Il existe encore, il est essentiellement concentré à Bnei Brak, il a ses valeurs. Il y a le fameux Rav Shach. Il a le fameux Rav Shach, effectivement, il y a ses valeurs auxquelles il se concentre, autour duquel il se concentre. Effectivement, je ne sais pas s'il a la teneur spirituelle de ce qui animait le mouvement lituanien de l'avant-guerre et du 18e et du 19e siècle. Décidément, vous êtes bien sévère pour les Lituaniens. Je ne suis pas sévère avec les Lituaniens. Je me réclame de la Lituanie dans la mesure où Rabbi Shneur Zalman était un profond Lituanien. D'ailleurs, on l'appelait chez le Maguide Rabbi Zalman le Litvak, Zalmina Litvak. En fait, le chassidisme Chabad, dans sa vision des choses, dans sa vision intellectuelle des choses, comme on va le voir, est profondément imprégné de ce lituanisme, de ce talmudisme. Et du reste, je voudrais juste citer une petite anecdote. Le petit-fils du plus éminent élève du Gaon de Vilna, qui était Rabbi Chaim de Volozhin, qui lui était un ami des chassidim, son petit-fils est devenu un chassid, et lorsqu'il a demandé à son grand-père, Rabbi Chaim, vers quel mouvement chassidique il devait se tourner, il lui a dit, écoute, si je te dis de ne pas devenir un chassid, tu ne m'écouteras pas, mais tant qu'à faire, va chez les Lubavitch, parce qu'au moins il te restera le Talmud. Et alors justement, c'est intéressant, on va voir au cours d'un prochain épisode que le mouvement Chabad, qui est un mouvement au départ donc tout à fait
chassidique, et vous avez dit vous-même il y a quelques minutes que Rabbi Shneor Zalman de Liadi était en quelque sorte en première ligne dans ce mouvement chassidique, a tout de même emprunté également aux Lituaniens, la tradition lituanienne. Il a réalisé une certaine synthèse. Et donc nous parlerons la prochaine fois, Serge Brodovitch, avec vous, de la pensée et du mouvement Chabad, et nous parlerons des spécificités de la pensée Lubavitch. C'était Lubavitch, le Rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.